Voilà, merci d'avoir rejoint cette salle, merci à tous d'être présents. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'élus, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame la présidente de la Haute Autorité de Santé, mesdames les directrices générales de l'offre de soins, de la cohésion sociale et monsieur le secrétaire général du ministère, mesdames et messieurs les représentants du service de santé des armées, monsieur le directeur général de l'ANAP, mesdames et messieurs les présidents des ordres professionnels, monsieur le vice-président de la FHF, cher Jean-Louis, mesdames et messieurs les présidents et administrateurs et délégués régionaux de notre fédération, monsieur le président de la FHP, monsieur le directeur général de la PHP, mesdames et messieurs les présidents de fédérations et de conférences, madame la déléguée générale, chère Zainab. Je pourrais continuer comme ça pendant 20 minutes parce qu'il n'y a que des gens très importants qui ont des titres très importants. Et là, on va dire que la pénombre, en tout cas moi je vous vois, je vous devine sans vous voir réellement, fait que, évidemment, j'en oublierai la moitié. Chers amis, en tous les cas, je suis très heureux de vous accueillir ici à Santexpo pour cette nouvelle édition d'un événement dont on a l'habitude qu'il nous rassemble. Et effectivement, la communauté hospitalière avait besoin de se retrouver. Je pense qu'après 2 ans d'une mobilisation sans pareil, d'un combat acharné pour prendre en charge et soigner, pour faire face et tenir, pour parer à l'urgence et motiver les équipes, pour faire et défaire les plannings et les organisations, pour programmer et déprogrammer, bref. Après 2 ans de cette période folle et inédite, les hospitaliers ressentent, je le sens, un vrai plaisir à se retrouver ici, pour échanger, et visiblement aussi pour réfléchir, pour renouer des liens certainement, mais pour faire corps, assurément. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue là depuis 2 heures que nous sommes ensemble à déambuler dans les allées de Santexpo. Quand je regarde d'ailleurs cette belle assemblée qui est devant moi, je vois tous les visages qui font la communauté hospitalière. Il ne manque personne, enfin presque personne. On attend quand même quelques nominations qui permettront de terminer le dispositif. Mais en tous les cas, tous les membres de la communauté hospitalière sont là. Et je veux adresser un salut amical à tous ceux qui font au quotidien notre maison commune, les membres de notre convention nationale que nous réunissons en fin d'après-midi, les membres de notre conseil d'administration, de notre bureau, les membres de nos commissions, la présidente et les présidents de conférences, ainsi que l'ensemble de la communauté hospitalo-universitaire, sociale et médico-sociale, les présidents et présidentes de nos fédérations régionales, les délégués régionaux, bien sûr, sans oublier évidemment les équipes de la Fédération nationale qui travaillent sans relâche et coordonnent au quotidien l'ensemble de nos travaux et qui ont particulièrement œuvré ces dernières semaines sous la houlette bienveillante mais ferme quand même de Zainab Briet à l'organisation de ce rendez-vous. Merci à tous de votre présence, ainsi qu'à nos nombreux partenaires institutionnels ou industriels, économiques, venus à l'occasion de ces 3 journées. 3 journées qui sont organisées sur le thème de l'Europe de la santé, nouvelles frontières de l'intégration. À l'heure de la globalisation des risques, l'Europe est notre nouvelle frontière, nous le savons tous, ou en tout cas si nous ne le savions pas, nous l'avons compris ou nous sommes en train de le comprendre. C'est vrai dans beaucoup de domaines, c'est vrai en matière de défense, la triste actualité nous le rappelle cruellement, mais c'est aussi vrai en matière de santé. D'où notre choix, avec l'équipe de la FHF, de nous inscrire dans cette thématique et de participer ainsi à la dynamique autour de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ainsi, je veux saluer tout particulièrement tous nos partenaires européens et les représentants de la présidence française présents aujourd'hui, ainsi que tous ceux qui, tout à l'heure, prendront la parole et tout au long des 3 jours animeront des débats sur ce thème-là. Pour le plus important événement français du monde de la santé, s'inscrire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne était une chose tout à fait normale et habituelle. Nous l'aurions sans doute fait dans d'autres occasions. Mais après 2 ans d'une pandémie totalement inédite dans notre histoire contemporaine, il était finalement logique d'évoquer la question de l'Europe de la santé, tant nous avons vu émerger, comme jamais, les germes d'un esprit communautaire dans le domaine de la santé. Cette crise nous a donné l'occasion de voir naître à l'échelle européenne une réponse exceptionnelle et coordonnée à un risque global. Face à la crise, l'Europe s'est coalisée au service de la protection de ses citoyens. Face aux crises qui viennent, il nous faut faire ce pari-là, le pari de l'unité. La crise sanitaire nous aura laissés groggy
Et ces vagues successives que l'on subit depuis 2 ans auront, pour chacune d'entre elles, affaibli un peu plus la digue hospitalière, cette digue qui, sans relâche, protège les Français. Après 5 vagues, nous savons que le plus gros de la crise du Covid-19 est sans doute derrière nous. Les capacités de vaccination que nous avons développées à l'échelle du continent permettront probablement de surmonter d'éventuels rebonds. Mais nous devons rester vigilants et vous remarquerez que j'emploie le conditionnel parce que nous voyons bien du côté de la Chine ou de l'Afrique du Sud que l'épidémie est loin d'être terminée. Et d'ailleurs, le président du Conseil scientifique lui-même nous en a d'ailleurs averti il y a quelques jours. Nous devons rester d'autant plus vigilants que cette pandémie ne sera pas la dernière que nous aurons à affronter. Avec l'avancement de la crise écologique, il est quasiment certain que d'autres souches virales émergeront et mettront nos services de soins sous tension, nous le savons, et il faut nous y préparer. Par ailleurs, la crise climatique et environnementale fait peser un risque bien plus grand sur nos capacités de soins que les seules pandémies. Avec la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes, qu'il s'agisse d'inondations ou de sécheresse, il nous faudra être en capacité de répondre à la multiplication des urgences. Les épisodes caniculaires comme celui de 2019 vont devenir plus fréquents, et mettre en danger les personnes les plus fragiles, particulièrement nos aînés. Enfin, nous allons devoir nous adapter à un contexte international de plus en plus imprévisible. La parenthèse de la fin de l'histoire s'est refermée. L'Europe, comme le reste du monde, sont confrontés à des pénuries de matières premières croissantes, mais aussi à des conflits armés, lesquels provoquent des drames humanitaires et des revers économiques, tels l'inflation galopante qui assèche le pouvoir d'achat de nos concitoyens et qui n'est pas sans impact sur nos établissements. Le monde qui vient, c'est une lapalissade de le dire, mais sera incertain. Qui aurait imaginé une épreuve de l'ampleur de la crise du Covid avant mars 2020 ? Qui aurait imaginé, il y a encore quelques mois, qu'une guerre d'agression, un tel déchaînement de violence et d'atrocités puisse intervenir aux portes de l'Europe ? Comment ? Comme d'autres sans doute ici, j'ai vu la violence de la situation dans les yeux de réfugiés ukrainiens accueillis dans ma ville. Et je pense notamment à une cardiologue que je suis heureux de savoir, je suis heureux de savoir que cette jeune femme a rejoint les rangs de notre hôpital il y a quelques jours, a commencé à travailler et sans doute à reconstruire une vie bien difficile en attendant, parce que c'est son espoir à elle, comme à la plupart des réfugiés que nous accueillons, de retourner chez elle, ce qu'elle espère au plus vite. Je cite son cas, mais à travers elle, permettez-moi d'adresser ici, au nom des hospitaliers, et je le sais de tout l'écosystème en santé, une pensée fraternelle et solidaire à nos amis et collègues ukrainiens, mobilisés là-bas dans des conditions épouvantables ou réfugiés dans des conditions tout aussi précaires. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés pour acheminer du matériel, effectuer des dons ou partir en mission, donner des coups de main, si l'on peut dire ça comme ça, sur ce théâtre d'affrontement. Au-delà des crises que je viens de citer, bien d'autres pourraient être évoquées, comme la crise du financement de nos systèmes de protection sociale, comme l'accélération du vieillissement de nos populations, ou la quête de sens, tant exprimée. Au fond, les crises sont devenues le quotidien des hospitaliers, si bien que davantage que des crises, nous devons parler de changement d'époque, car nous savons que ces crises vont demeurer et que de nouvelles nous attendent. Et comme le disait Peggy, il y a des ignorances qui tombent absolument, il y a des irréversibles dans la vie des peuples comme dans la vie des hommes. En ce qui concerne la France, les constats ont été nombreux ces derniers mois, ces dernières années, cette dernière décennie même. Que n'a-t-on accumulé de rapports en tous sens, disséquant, analysant le système de santé et ses dysfonctionnements. Pendant longtemps, dans notre beau pays, on a pu considérer qu'apposer son nom sur un rapport était gage de postérité. Mais dans le champ de la santé, on pourrait presque se demander si ce n'est pas l'inverse qui va se produire. Ce sont peut-être les rares qui n'auront pas produit de rapport qui finalement passeront à la postérité. J'exagère bien sûr, mais soyons positifs, constatant que toute cette masse de rapports emmagasinent depuis 10 ou 15 ans sur notre système de santé, sans qu'ils produisent toujours des effets très concrets pour ce même système de santé. Tous ces rapports convergent vers une conclusion, celui de nous dire qu'il y a maintenant urgence à agir si nous ne voulons pas que demain, ce qui fait encore les points forts de notre système de santé, soit passé définitivement par pertes et profits. Dans nos points forts, il y a notre capacité collective, en ville, à l'hôpital et dans le médico-social, à délivrer des soins et un accompagnement de qualité et à faire bénéficier chacun des dernières innovations. Cela ne serait pas possible sans un service public qui reste l'épine dorsale de notre système de santé. Il faut encore une fois rappeler que plus de 80% des patients Covid qui ont eu besoin d'une hospitalisation l'ont été à l'hôpital public et que ce même hôpital public a su assumer du jour au lendemain la chaîne logistique d'une campagne de vaccination à destination de toute la population.
Cela ne serait pas possible non plus sans une recherche forte, et notamment sans l'action remarquable des CHU qui représentent à eux seuls 83% des activités et financements de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement et du recours au haut niveau. En miroir de ces forces, nous connaissons bien sûr nos faiblesses qui doivent éclairer l'action de transformation du système de santé. Je pourrais en citer de nombreuses, mais je ne me contenterai d'en citer que 3. Il y a d'abord ce qui doit nous servir de boussole. L'espérance de vie en bonne santé, qui est inférieure en France de 3 à 5 ans par rapport à ce que connaissent nos voisins italiens, espagnols ou même irlandais. Cette performance globale, insuffisante, est associée à des inégalités sociales majeures. L'écart d'espérance de vie à 35 ans entre cadres et ouvriers est de 7 ans chez les hommes et de 3 ans chez les femmes. Aussi, je formule le vœu que l'évolution de cet indicateur d'espérance de vie en bonne santé devienne, à côté de la croissance du PIB ou à côté du taux de chômage, indicateur que l'on connaît et que l'on cite souvent dans le débat public, que cet indicateur de vie en bonne santé soit un marqueur central de l'évaluation des politiques publiques. Il y a aussi le sous-financement et le mal-financement du système de santé. On le sait, plus de 10 milliards d'économies ont été demandées aux hôpitaux en ces 15 dernières années et 80% d'entre eux investissent en deçà du seuil minimum de 3% permettant de renouveler leurs équipements. Si le quoi qu'il en coûte et le Ségur ont permis de mettre un frein aux économies comptables, l'assurance maladie comme la branche autonomie demeure largement déficitaire et nous n'avons pas construit les modes de financement au parcours de demain. En d'autres termes, le financement pérenne du système pose encore question alors que les établissements ont besoin de recruter et d'investir davantage. Enfin, je voudrais insister sur le fait que notre système de santé demeure mal organisé à l'échelle des territoires. J'entends par là que nous devons travailler ensemble, plus efficacement, la ville, l'hôpital, pour améliorer le parcours du patient. Des progrès notables ont marqué ces dernières années avec les groupements hospitaliers de territoire, avec les maisons de santé, avec les CPTS, côté libéral, mais nous sommes encore très loin du compte et énormément de chemin reste à faire pour aboutir à de la fluidité et de l'efficacité collective. Sans accélération de nos transformations, sans changement de modèle, ces faiblesses deviendront des handicaps immenses ces prochaines années. Le vieillissement de la population, l'explosion des pathologies chroniques et la menace pandémique, sans parler bien sûr des difficultés démographiques des soignants, n'attendront pas et nécessitent une prise en main urgente. Dans ce contexte, c'est tout le système de santé qu'il faut adapter et ça doit être la mission du prochain gouvernement. Avant d'y revenir, je veux évoquer l'action résolue que nous avons menée, nous, ces derniers mois, pour préserver nos établissements dans ces crises que j'évoquais, et pour faire de la santé, autant que possible, un sujet dans ce débat public que nous connaissons depuis quelques mois autour du rendez-vous de l'élection présidentielle. Face à cette crise moins médiatisée, mais toujours présente, cette crise structurelle de l'hôpital public et de notre système de santé, la FHF s'est fortement mobilisée pour obtenir des garanties budgétaires pour les hôpitaux et établissements médico-sociaux publics. Rappelons que c'est à la demande de notre fédération qu'une garantie de financement a pu être obtenue jusqu'au 30 juin 2022. C'est également grâce à l'expertise et à la mobilisation quotidienne de la FHF que des aides importantes ont pu être débloquées pour compenser les surcoûts Covid fin 2021. Pour les hôpitaux publics, cela représente 1 milliard d'euros, tandis qu'une dernière enveloppe de 217 millions a été débloquée début 2022 pour les EHPAD, là aussi sur notre demande et notre insistance. Au-delà, nous nous sommes battus pour que les réformes vitales du financement de la psychiatrie et des hôpitaux de proximité ne soient pas abandonnées et fassent l'objet d'une entrée en vigueur progressive et sécurisée. Et là aussi, nous avons été entendus. Je tiens aussi à saluer le travail quotidien des équipes de la Fédération dans le cadre de la réforme des autorisations et des soins critiques, si importantes et qui vont donner leur plein effet dans les prochains mois. Pour les EHPAD et les USLD, la publication de la feuille de route 2021-2023, à laquelle la FHF a largement contribué, dessine de vraies avancées comme le renforcement de la médicalisation des EHPAD, la démarche de regroupement de ceux-ci ou la généralisation progressive sur la base du volontariat du tarif global qu'il s'agit à présent de concrétiser maintenant rapidement. En parallèle, la FHF a une fois de plus largement contribué à placer la santé au cœur du débat public et à formuler des propositions dont une refondation d'ampleur. Nous allons poursuivre ce travail de conviction ces prochaines semaines. Ce travail de conviction, cet effort permanent pour ne pas céder par rapport aux exigences que nous formulons, cette ambition farouche à ne pas nous détourner des combats que collectivement nous avons mûris et que nous croyons justes, cette volonté permanente de ne rien lâcher de nos convictions et de nos valeurs, jusqu'à parfois tourner le dos aux sirènes du conformisme ambiant, tout cela, je n'ai jamais voulu y renoncer.
Depuis toutes ces années, j'ai veillé à ce que la fédération hospitalière, notre maison commune à tous, ne cède ni au positionnement facile, ni à l'esprit de courtisanerie. Depuis toutes ces années, aidé et nourri par le formidable travail des équipes de notre fédération, j'ai toujours tenté un chemin d'équilibre pour que ce qui devait être dit et dénoncé du sort fait à l'hôpital ne vienne pas nuire ce qui en faisait au quotidien la force, l'utilité de cette si grande valeur aux yeux des Français. Depuis des années, nous avons alerté sur les multiples fragilités de notre système de santé. Nous avons appelé les pouvoirs publics au réveil et tenté de sensibiliser l'opinion publique. Mais la photographie de ces failles restait toujours comme en négatif. S'il est une leçon positive à tirer du Covid-19, c'est bien celle-là. Finalement, en donnant à voir de manière concrète le résultat de décennies de politique du rabot, la crise a provoqué une prise de conscience générale et par conséquent ouvert la voie à une action, je l'espère, de transformation. Le Ségur de la santé a constitué une vraie première réponse en termes de rémunération. Ce fut à la fois une formidable avancée que je suis fier d'avoir signé comme représentant des employeurs, mais ce ne fut qu'un rattrapage. Le temps est maintenant venu des réformes structurantes. C'est pour obtenir de la nation cette réponse que nous avons annoncée dès le 17 mars 2021, un an jour pour jour après le début du premier confinement. C'est pour obtenir cette réponse que nous avons annoncé notre volonté de faire de cette date une journée d'hommage et de débat sur l'avenir de la santé. Et nous avons tenu promesse, puisque le 17 mars dernier, avec le soutien de plus de 50 organisations du secteur représentant tous les acteurs de ville, de l'hôpital, du médico-social, les élus, les usagers, nous avons réussi à mettre la santé à l'agenda de l'élection présidentielle en organisant une audition publique à laquelle d'ailleurs la plupart d'entre vous ont participé, audition publique des candidats déclarés qui sont venus exposer et échanger avec l'ensemble de la communauté des soignants. Au cœur d'une campagne sans proposition ou si peu de propositions, du fait de l'actualité et du fait des contraintes qui étaient liées, nous avons envoyé malgré tout un message clair aux politiques et aux candidats. L'avenir de la santé demande une action résolue et immédiate. Après cette séquence d'interpellations démocratiques, notre communauté entre désormais dans une nouvelle phase, celui de la transformation concrète. Notre message au nouveau gouvernement est clair. L'heure n'est plus aux analyses et aux diagnostics. Merde, c'est sympa ça. L'heure n'est plus aux analyses et aux diagnostics, mais aux mesures rapides, fortes, profondes et durables. Je sais en effet que les professionnels ne veulent pas d'un nouveau long cycle de constats et d'analyses, de conférences, de forums, de grandes réunions, d'assises à travers les régions et à la rencontre de tous les professionnels. Le temps est venu des décisions claires et volontaristes. Vous le savez, notre fédération a présenté, comme énormément d'acteurs du système, des propositions en amont de la séquence électorale. Une large plateforme programmatique qui a été présentée à l'occasion de cette journée du 17 mars que j'évoquais. Cette plateforme programmatique est claire, elle fixe des échéances claires, un calendrier précis, et ne s'éparpille pas dans des centaines de propositions, mais fixe 30 propositions qui nous semblent majeures pour l'avenir de notre système de santé. Nous avons constitué cela grâce à notre réseau d'expertise, et ce plan de transformation clé en main autour de ces 30 propositions que j'évoquais doit permettre demain d'avoir une feuille de route très claire dont peut se saisir le gouvernement. Le sens de l'action en ce début de mandat doit être tout entier consacré à la question de la préservation de l'accès aux soins pour tous, et ça à toute heure. Le dire sonne comme une évidence. Il y a urgence à agir, il y a urgence pour les patients, il y a urgence pour les hôpitaux publics, et nous demandons à être entendus. Au-delà du court terme, les réponses à apporter doivent éviter que la situation se reproduise d'année en année. Et cette situation, vous la connaissez bien sûr, vous savez très bien qu'elle est difficile et que tous les jours, on observe une dégradation dans les territoires de ce qui fait l'âme, le cœur de notre engagement, cette permanence des soins et ces soucis apportés à l'accessibilité de tous. La plupart des établissements de santé et médico-sociaux publics font face à une situation critique en matière d'effectifs soignants ou médicaux. Le taux d'absentéisme est plus élevé qu'avant la crise, les difficultés à recruter sont fortes, l'intérim et ses dérives battent leur plein, et des tensions majeures existent sur les spécialités médicales assujetties aux gardes et aux astreintes. Chez les professionnels, la lassitude s'exprime dans les mouvements que l'on observe à de nombreux endroits du territoire. Des lits sont fermés dans plus de 3/4 des établissements, y compris médico-sociaux, à ce jour. Beaucoup de blocs tournent au ralenti et on note dans toutes les régions des fermetures de services d'urgence, souvent temporaires, mais trop nombreuses pour être acceptables. Dans ce contexte, qui pèse essentiellement sur l'hôpital public,
Les activités programmées redémarrent lentement, ce qui constitue un problème de santé publique majeur, après 2 ans de crise Covid qui ont entraîné des retards de prise en charge sans précédent. Au-delà de la situation actuelle, la perspective des vacances d'été inquiète. Nous l'avons exprimé, je l'ai exprimé dans la presse et d'autres avec moi. Avec des équipes qui ont à la fois besoin, bien sûr, d'un légitime repos, mais qui seront réduites et en sous-effectif. Comme chaque été, il faut bien le dire, l'hôpital public va rester ouvert, tenir bon, soigner tout le monde, mais devra parfois assumer seul la permanence des soins. Derrière cette situation quotidienne de crise, je voudrais rappeler quelques éléments de constats généraux. Premièrement, les passages aux urgences explosent depuis plusieurs décennies en parallèle d'une érosion de l'offre de premier recours, ce qui déstabilise un système de santé qui ne repose plus aujourd'hui sur 2 jambes équilibrées. À l'exception de 5 d'entre eux, tous les départements français ont connu ces 10 dernières années une hausse des passages aux urgences corollaire à une baisse du nombre de médecins généralistes de plus de 10% dans les 2 cas, et ça pour la moitié d'entre eux. Deuxièmement, dans certaines spécialités, la démographie des médecins par territoire n'est pas conforme aux priorités, voire aux urgences de santé publique. Dire cela, c'est ne mettre en cause personne. C'est un fait qu'on ne peut pas masquer. Je rappelle que les écarts pour 100 000 habitants vont de 1 à 40 entre les territoires pour les psychiatres libéraux et salariés, alors même que le secteur de la psychiatrie publique fait face à des difficultés sans précédent, et notamment en pédopsychiatrie. Troisièmement, la France est-elle frappée d'une pénurie de médecins ? Mais la réponse est non. Mais finalement, non, pas tant que ça. Regardons les chiffres. En 2020, notre pays comptait 218 400 médecins actifs contre 214 000 en 2007. 4 000 de plus qu'il y a 13 ans. Certes, ce n'est pas Byzance, mais ce n'est pas la Bérésina non plus. La France manque d'abord de médecins qui prennent en charge les malades. Osons le dire et disons-le ouvertement. Ayons ce débat avec l'ensemble des professionnels. On retrouve le débat sur l'organisation derrière de notre système de santé, bien sûr sur les tâches administratives, mais il faut aussi dire que certaines spécialités essentielles, comme la médecine générale, voient leur effectif décroître. Quatrièmement, les obligations qui pèsent sur les acteurs rémunérés par les cotisations sociales obligatoires demeurent déséquilibrées. Ainsi, les professionnels des hôpitaux publics doivent assumer la permanence des soins, répondre à une obligation de garde et astreinte, et assumer, vous le savez, un poids toujours plus grand des soins non programmés. Dans le même temps, j'observe 2 réalités qui cohabitent chez les médecins libéraux. Il y a 40% de médecins généralistes qui participent aux gardes, qui acceptent que le non programmé fasse partie de leur exercice et de leur quotidien, et donc prennent plus que leur part, souvent, à cette permanence des soins. Et en même temps, inévitablement, une autre partie, 60%, qui ne participe absolument pas aux gardes et se préoccupe peu de la permanence des soins. Évoquer cet état de fait irrite. Et je m'attends à ce que sur Twitter, une nouvelle fois, je fasse l'objet de quelques tweets bien sentis de quelques-uns. Mais dire que nous devons avoir une réflexion collective sur la participation aux gardes et sur la reconnaissance qui va avec, sur la question du non programmé en ville, est malgré tout une évidence. Et pour les Français, c'est même du bon sens. Dans ce Centre Expo européen, je voudrais rappeler que de nombreux pays européens ont eu ce débat de manière tranquille, peut-être de manière passionnée, mais ils ont eu ce débat et ils ont tranché. En Catalogne, où l'accès aux soins de premier recours repose sur des centres de soins primaires, un système d'astreinte a été mis en place pour l'ensemble des territoires, y compris dans les zones rurales, lors des horaires de fermeture. Et que dire, bien sûr, du Danemark, qui est toujours présent à notre salon. Enfin, un 5e et dernier constat, les suggestions, c'est-à-dire les gardes et les astreintes. Oui, elles sont sous-payées, oui, elles sont sous-valorisées, et c'est un défaut majeur qu'il faut corriger d'urgence, et je l'espère, ce sera un des sujets mis sur la table du prochain gouvernement dans les prochaines semaines. Alors, quoi faire ? Quoi faire face à ce constat ? Il y a bien sûr l'urgence des mesures de court terme que j'évoquais à prendre et que, une nouvelle fois, nous avons depuis plusieurs semaines déjà produites auprès du gouvernement. C'est d'abord le déploiement de plans de continuité des soins territoriaux par une mobilisation effective de tous les établissements et de toutes les cliniques et aussi avec la ville, répartition des efforts entre tous, doublement des heures supplémentaires et du forfait de temps de travail additionnel pour l'hôpital public qui est vraiment sur le pont sans relâche. Conjointement pour l'hôpital public, des mesures de revalorisation immédiate et forte des rémunérations des gardes et des astreintes devraient être décidées, ainsi que pour les soignants, la revalorisation des indemnités de nuit et de week-end. Plus largement, nous devons avoir un pilotage fort des ARS, seuls en capacité d'assurer un équilibre dans la mobilisation des secteurs publics et privés, entre la médecine de ville et l'hôpital, sur le plan des déprogrammations ou des départs en congé, par exemple. En un mot, nous demandons que l'effort soit en permanence réparti entre tous les acteurs et que l'hôpital public ne soit plus le seul à pallier ces défaillances de notre système de santé. Concrètement, cela signifie que les permanences des soins en établissement et en ville doivent être organisées conjointement
Compte tenu de la situation, une obligation de participation de tous les praticiens devrait être décidée en urgence. Chaque praticien devrait s'inscrire sur une ligne de garde ou d'astreinte en ville ou à l'hôpital lorsqu'elle est jugée indispensable pour l'accès aux soins sur le territoire d'exercice. Nul ne devrait pouvoir s'y soustraire, sauf dérogation, en raison de son état de santé ou de son âge. Une place devrait être ouverte d'abord à la négociation territoriale, puis à la réquisition si nécessaire. Je sais que ces mesures sont fortes, je sais que ces mesures vont être critiquées, je sais que ces mesures sont nécessaires aussi, je sais qu'on pourrait accepter et discuter de mesures exceptionnelles, mais en tous les cas, je demande vraiment au gouvernement qui arrive de considérer pleinement l'urgence de la situation. Nous ne pouvons plus attendre dans les territoires. En parallèle de ces mesures d'urgence, nous devons traiter la question du moyen terme, c'est-à-dire réorganiser en profondeur et durablement les réponses collectives dans les territoires. Nous connaissons les sujets. Poser les responsabilités de chacun à l'échelle des territoires, de l'élu à l'usager, en passant par l'hôpital ou la clinique, aller vers une plus juste rémunération de chacun et des efforts consentis par chacun, augmenter le nombre de professionnels formés et leur répartition dans les territoires en fonction des priorités de santé et des priorités de santé nationales, corollaire indispensable de la permanence des soins. Cela implique un temps de concertation à partir des besoins objectifs de santé publique, puis un temps d'arbitrage du gouvernement. C'est à ce titre que la Fédération hospitalière a appelé, dans le cadre de sa plateforme de proposition, vous vous en souvenez, à des états généraux de la santé dès cet été. Et je me félicite que le président de la République en ait retenu l'idée en proposant une conférence des parties prenantes sur l'accès aux soins. Pour la santé publique, pour les hospitaliers, l'enjeu de cette conférence est vital. Il ne faudra pas éluder les vrais sujets, accepter d'investir et ne pas reculer devant les mesures nécessaires. La communauté hospitalière fera des propositions fortes et qui devront être entendues autant que possible. Au-delà, les 100 premiers jours du gouvernement doivent permettre de poser les jalons concrets pour transformer le système de santé. 100 jours, c'est justement le temps qui sépare le début de la législature du début des travaux parlementaires sur la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce laps de temps, il y a un défi à relever. Faire de la santé et de l'autonomie des priorités pour le quinquennat. La communauté hospitalière a identifié plusieurs leviers à activer immédiatement pour y parvenir. D'abord, nous demandons que la mise en œuvre de la loi sur le grand âge, attendue depuis 15 ans, soit engagée sans délai. Les constats ont été maintes fois faits et sont partagés. Les solutions, là aussi, sont connues et sont globalement consensuelles. Il faut entrer maintenant dans le temps de l'action. La loi devra identifier de nouvelles sources de financement pour permettre à la 5e branche de la sécurité sociale de financer la création de 20 000 emplois et 10 000 places par an pendant le quinquennat. C'est indispensable. C'est indispensable pour répondre à l'urgence démographique. C'est indispensable pour faire face aux défis du vieillissement. Le changement du modèle d'accompagnement de nos aînés doit accorder une place plus grande au domicile, tout en s'adaptant et en adaptant les modalités d'accueil existantes aux aînés de demain. Les récents scandales l'ont montré. L'enjeu de proposer une offre d'accueil de qualité, accessible financièrement et respectant la dignité des résidents est un enjeu de société très largement partagé. Nous demandons aussi, dans un cadre pluriannuel pour la santé, qui déploie les chantiers urgents et sécurise les financements. À ce cadre pluriannuel, ce serait des lois de programmation, une pour la santé, une pour la dépendance, afin d'assurer aux hospitaliers que nous ne retomberons pas dans des logiques d'économie comptable et d'approche qui, effectivement, dont on connaît les effets et que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une grande attente sur ces sujets. Plus encore dans le contexte d'inflation galopante. Pour les hôpitaux publics, en 2022, l'inflation, estimée à 5,7% en moyenne dans les pays développés, représentera au moins 700 millions d'euros de surcoût par rapport aux projections de l'ONDAM, sans considération, bien sûr, de la revalorisation du point d'indice qui est aussi attendue. Cela ne vous surprendra pas. Nous demandons que ces surcoûts soient pleinement compensés et que l'ONDAM soit réabondé à l'occasion de ces nouvelles données. Il s'agit aussi de prévoir l'évolution des métiers, d'adapter la formation aux évolutions des prises en charge, des techniques, en adéquation avec les besoins, d'augmenter les capacités réelles de notre appareil de formation à l'horizon d'un quinquennat. Il s'agit enfin, tout simplement, de tracer le cap de la transformation de notre système de santé. Les modes de financement et de rémunération doivent être entièrement revus au prisme de la pertinence des soins et aussi de la prévention. Sans oublier enfin la transition écologique qui est vitale pour la santé. Ne faut-il pas avancer, par exemple, vers un système où une partie des financements des acteurs de soins d'un territoire serait liée à l'amélioration des indicateurs en santé publique que j'évoquais tout à l'heure ? Dans l'avenir, la prévention ne doit plus coûter aux acteurs, mais doit être rétribuée équitablement. Dans ce cadre nouveau, l'Europe de la santé est à la fois une perspective et d'ores et déjà une réalité.
Je sais que nos partenaires européens se posent les mêmes questions. La conférence sur l'avenir de l'Europe, que nous allons avoir dans quelques minutes, va montrer combien il y a une attente autour de la manière de partager l'ensemble de ces défis qui se posent à tous les pays qui composent l'Union européenne. Ensemble, comme il y a eu un European Green Deal, il nous revient peut-être de poser les jalons d'une nouvelle politique européenne de santé. Une politique européenne de santé qui soit évidemment respectueuse des priorités et des particularités de chacun, mais qui coordonne les actions de chacun face aux défis qui sont communs. Nous devons redoubler d'énergie pour renforcer nos capacités européennes en matière de recherche, pour consolider notre appareil industriel et la filière du médicament. Je sais que depuis novembre dernier, les règlements révisant le rôle de l'Agence européenne du médicament et de l'Agence européenne des contrôles des maladies ont été adoptés et celui plus général sur les menaces transfrontalières est en bonne voie. Je sais aussi combien nos politiques de santé européennes sont liées aux avancées et aux travaux communs sur les données de santé. C'est pourquoi nous avons souhaité inviter nos amis et partenaires européens à s'exprimer sur ce sujet dans quelques minutes. Mais pour terminer, et avant d'accueillir ce moment d'échange, je voudrais partager avec vous une conviction profonde. La dureté des temps et des contraintes, les difficultés de court et moyen terme, la crainte du retour des injonctions paradoxales et du pilotage à courte vue, le bureaucratisme désespérant, le désenchantement qui s'installe à tous les étages de l'hôpital, la crise de sens qui trop souvent obscurcit l'avenir et la perte de bon sens qui trop souvent nous désespère. Tout cela ne peut plus durer pour une simple et bonne raison. Aujourd'hui, nous sommes face à deux alternatives, pas trois, pas quatre, deux alternatives. Soit le système de santé se transforme radicalement, et là c'est au pouvoir public de donner le là. Soit nous nous enfonçons dans une irrémédiable crise qui va conduire à faire fuir, et je le crains dans des proportions beaucoup plus importantes que jamais, ces hospitaliers qui tous les jours, quel que soit leur grade et leur qualité, comme on dit, servent les valeurs hospitalières et font tourner nos établissements. Alors soyons optimistes, mais soyons aussi exigeants. Si nous ne le sommes pas, optimistes, exigeants, qui le sera à notre place? La période qui s'ouvre doit permettre de relever l'étendard du service public hospitalier, à défaut de le voir peut-être beaucoup plus abîmé. Et dans cette perspective, la FHF est déterminée à apporter des idées qui feront de ces prochaines années des années utiles pour une transformation volontaire et audacieuse du système de santé. La FHF est d'autant plus déterminée qu'elle se sait forte de vos contributions, de votre soutien et de votre engagement efficace à défendre l'essentiel. Vous m'avez appris toutes ces dernières années qu'on n'était pas hospitalier par hasard. Et vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que vous y croyez. Aussi, c'est parce que collectivement nous y croyons, nous voulons cette réforme, nous voulons cette transformation, qu'ensemble, évidemment, nous réussirons à nous faire entendre. Merci de votre écoute. Merci. Il me reste à accueillir Antoine Malone, qui est par là et qui est le responsable du pôle Europe à la Fédération hospitalière, comme d'ailleurs va le trahir son accent, et qui va introduire et animer cette table ronde sur l'Europe. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, et surtout le grand bonjour à nos intervenants en provenance de plusieurs pays européens, plusieurs systèmes européens et de la Commission européenne. Merci d'être avec nous ce matin et désolé pour les quelques minutes de retard. Donc, vous le savez tous, les données de santé sont le carburant de nos systèmes de santé, tout en recelant ce que chaque individu a de plus précieux et de plus intime. D'un côté, on est tous convaincus qu'une meilleure circulation des données de santé et surtout une meilleure utilisation des données sont un des facteurs les plus importants si on veut améliorer notre capacité à répondre aux besoins. Donc, on voit tous les promesses que font miroiter l'utilisation massive de ces données, leur exploitation grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, leur capacité à améliorer la prise en charge et l'interaction avec les patients. Mais d'un autre côté, on perçoit aussi les risques de cette numérisation, risques éthiques, risques de sécurité, risques de fracture numérique et bien sûr l'exigence de garantir que chaque citoyen reste maître de ses données de santé. Eh bien, au cœur de tous ces enjeux se trouve l'espace européen des données de santé.
pour nous éclairer. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Laura Letourneau, qui est déléguée au numérique en santé, le docteur Suzanne Orzechowski, qui est directrice générale du numérique et de l'innovation au ministère fédéral de la santé allemand, le docteur Poncialo Oliveira, du conseil d'administration des services partagés du ministère de la Santé du Portugal, et Mme Nede Labi, qui est au ministère de la Santé de l'Estonie. Et enfin, M. Martin Dorazil, qui est chef par intérim de l'unité B3, qui est la santé numérique et réseau européen, à la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne. Alors, sans plus attendre, Laura Letourneau, je vous cède la parole pour nous éclairer sur les enjeux de cet espace européen des données de santé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci vraiment à la FHF d'avoir organisé une conférence sur le thème de l'Europe. Je pense que c'est un sujet qu'on a historiquement, collectivement, trop peu investi. On a vu à quel point il nous a servi pendant la crise sanitaire, tant sur la partie métier avec la commande des vaccins que sur la partie numérique avec le pass sanitaire, qui est quand même un sacré exploit industriel. On a réussi, tous les États membres et la Commission européenne, à se mettre d'accord sur des normes communes pour permettre à nos citoyens de bouger d'un pays à l'autre et qu'on a réussi même à imposer ces normes communes au-delà de la Commission européenne, de l'Union européenne. C'est chose qu'on n'avait jamais faite. Et puis on voit que ça va prendre de plus en plus de poids avec l'Union européenne de la santé et puis avec l'espace européen des données de santé sur la partie numérique. Donc vraiment merci à la FHF, merci à la Commission européenne et merci à tous les collègues européens d'avoir accepté d'intervenir à cet événement clé pour le monde de la santé au niveau français. Donc l'espace européen des données de santé, c'est quoi? C'est pas un énième projet techno hors sol, loin des citoyens européens, comme on peut imaginer l'Europe parfois. C'est quelque chose de très concret. Il y a deux parties dans l'espace européen des données de santé. La première partie, c'est l'utilisation des données à des fins primaires. Donc de quoi on parle? On parle tout simplement du fait de partager les documents essentiels au parcours de soins pour les citoyens européens, peu importe leur pays de résidence. Donc typiquement, si demain je me casse l'épaule, pas à Paris mais à Berlin, il faut que si je dois me faire hospitaliser, je dois me faire opérer, que l'hôpital allemand puisse connaître à la fois mes antécédents médicaux, chirurgicaux par exemple, et mes allergies. Si je suis malade chronique en voyage à Lisbonne, par exemple, il faut qu'avec ma prescription française, je puisse me faire délivrer mon médicament d'une officine portugaise. Donc, l'espace européen des données de santé sur l'utilisation primaire des données de santé, c'est ça. Et donc, en fait, ça sert à un idéal européen qui est celui de la mobilité des citoyens au sein de l'Union européenne et celui de l'égal accès à l'offre de soins et à la qualité des soins, peu importe le pays de résidence. Ça, c'est sur la partie primaire. Il y a aussi une partie d'usage secondaire des données de santé, donc des données pseudonymisées cette fois-ci, pour l'innovation et pour la recherche. Et là, on voit bien évidemment tout l'intérêt de se situer à un échelon qui est l'échelon européen et pas l'échelon national. Si on prend ne serait-ce que l'exemple de la base des maladies rares, par exemple, on voit bien que collectivement, on est plus fort et que si on veut constituer des cohortes d'une taille critique suffisante pour des études de recherche pertinentes derrière, il faut qu'on se situe à cet échelon européen. Qu'est-ce qu'on attend au niveau français? Et puis surtout, on ne fait pas qu'attendre, on essaie d'être proactif à la réussite de cet espace européen des données de santé. Ce qu'on attend, j'ai envie de dire de façon toute simple, c'est qu'il fonctionne. Voilà, on sait que faire des textes, c'est important, que ce soit au niveau français, au niveau européen. Faire un règlement, c'est compliqué de se mettre d'accord, mais en fait, c'est 5% du boulot. Le plus compliqué derrière, notamment dans la santé, on vient de le dire, et encore plus peut-être dans le numérique en santé, où ces sujets sont complexes techniquement, juridiquement, culturellement, organisationnellement, c'est de faire en sorte que ça marche. Deux ingrédients pour que ça marche. Un, c'est se mettre dans une logique extrêmement pragmatique, donc qu'on appelle à la délégation numérique en santé la logique des petits pas rapides. Donc on n'attend pas le grand soir pour avancer, sinon on n'avance jamais, mais on ne fait pas non plus des petits pas lents. Voilà, on avance un premier pied et dès qu'on peut avancer le suivant, on le fait. Et c'est exactement la dimension et la vision de l'Union européenne sur ces sujets, puisque sur l'utilisation primaire des données de santé, avec le projet MyHealth@EU, qui vise à connecter les mondes espace santé européens, si vous voulez, on prend cette logique-là, où cas d'usage par cas d'usage, le volet de synthèse médicale, la e-prescription, le compte rendu de biologie, le compte rendu d'imagerie, progressivement, on est en train de connecter tous les mondes espace santé européens, sans attendre d'avoir renversé la table pour avancer. Deuxièmement, il faut qu'on fasse le boulot au niveau national. C'est compliqué d'avoir un espace des données de santé au niveau européen. C'est aussi compliqué de le faire au niveau national. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont des carnets de santé numériques dignes de ce nom. Vous le savez, en France, il y a les 12 travaux d'Hercule qui sont en cours avec le Ségur numérique, 2 milliards d'euros d'investissement financés par la Commission européenne. On se demande à quoi sert l'Europe parfois, financés par la Commission européenne,
pour faire en sorte de mettre à jour tous les logiciels des hôpitaux, de la médecine de ville, des pharmacies, des kinés, du médico-social, pour arriver à alimenter mon espace santé, donner accès aux citoyens à leurs propres données de santé, donc ça c'est sur l'utilisation primaire des données de santé, mais aussi sur l'utilisation secondaire, faire en sorte d'avancer sur des projets. Là on vient de lancer un appel à projet sur des entrepôts de données de santé hospitaliers par exemple, pour aider à les financer, le Health Data Hub, etc. Donc il faut aussi qu'on fasse le taf au niveau national, et avec extrêmement de volontarisme, et qu'on le fasse en synchronisant by design notre feuille de route avec la feuille de route européenne. Dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne, et puis je m'arrêterai là, on a poussé, au-delà d'autres sujets dont on va parler ensuite, le fait qu'on adopte de façon collective au niveau de l'Union européenne la terminologie qui s'appelle la SNOMED-CT. Ça paraît être un sujet technique, mais c'est indispensable si derrière on veut arriver à construire cet espace européen des données de santé, de se mettre d'accord en amont sur une norme d'interopérabilité commune. C'est la première fois que ça a été fait. C'était un serpent de mer au niveau français, ce sujet de la SNOMED-CT. Il y avait des experts pour, des experts contre. Le fait qu'on y aille collectivement au niveau européen, on a réussi à débloquer le sujet parce qu'on s'est dit on va réussir à peser. La France n'aurait pas réussi tout seul, mais collectivement européen, on va réussir à peser dans la gouvernance de l'association internationale SNOMED-CT et donc à faire sauter des verrous qu'on n'arrivait pas à faire sauter précédemment. Donc, collectivement, on est plus fort et c'est indispensable de réussir cet espace des données de santé. On n'a pas le choix. Il est question de notre souveraineté numérique et indépendamment du numérique, il est question de notre souveraineté sanitaire. Derrière, quand on parle des logistiques d'intelligence artificielle qui nous permettent de mieux diagnostiquer l'imagerie, par exemple, évidemment, on parle de sujets métiers. Quand on parle de services de prise de rendez-vous en ligne, évidemment, derrière, on parle de l'accès à l'offre de soins. Donc il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas le choix de réussir cet espace européen des données de santé et que tous les ingrédients sont là pour qu'on réussisse. En tout cas, la France a vraiment envie de jouer un rôle proactif en la matière. Merci Laura Letourneau pour avoir posé un peu ce panorama et défini un peu l'ensemble des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers Berlin, vers le docteur Suzanne Orzechowski. Donc l'Allemagne vient de lancer les travaux pour commencer à élaborer une nouvelle stratégie du numérique en santé pour l'Allemagne. Est-ce que vous pourriez nous dire dans un premier temps quelles seraient un peu les principales composantes de cette stratégie numérique? Et deuxième question, pour faire la continuité avec ce qui vient d'être dit, on sait que les travaux sur l'espace européen des données de santé avaient été commencés sous la présidence allemande de l'Union. Et donc, quels étaient à ce moment-là aussi vos objectifs et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous projetez vers l'avenir? Oui, alors excusez-moi que je vais répondre en anglais. So for us, digital health is definitely a key component to bring our healthcare system to the next level. So in terms of better care, in terms of patient empowerment, in terms of better research capacities. And so we have started our digital roadmap several years ago, but we are now about to launch a strategy process because we saw that we have to bring the different pieces of the puzzle together. There are many digital tools that we're talking about at the moment, but I think that we have to develop a clear picture of where do we actually want to go, where do we see care processes being in, let's say, the year 2030, and what do we need in order to arrive at this point. So one thing that we can see already today is that, of course, one of the key components will be our electronic health record. And we have launched our record in 2021, so more than a year ago. However, as of today, we have very few users in Germany. Less than 1% of the population actually uses the electronic health record. And so we're learning from other experiences in other countries, and I think France is among these countries that one of the most important parts in changing that will be to change from an opt-in record to an opt-out record, which we're about to do now over this and the next year. And of course, the electronic health record is not just essential for data storage, but it's a very central component in order to exchange data between patients and providers, but also to develop it further into a real platform to connect with all of the different digital tools that we're currently talking about, things like e-prescription, electronic patient summary, which is not just on a national basis, but which is usable also in other countries. One thing I will get to a bit later. And of course, also to connect our apps on prescription to that.
because of course apps on prescription are also more helpful when you can actually put data into them from your electronic health record and then again get the data back to your electronic health record. And of course, it will also be the tool to donate data, which is also an important aspect with regards to the European health data space. So you can see there's quite a road ahead of us, and actually we're very happy to align the discussions on a national level now with the discussions that we are having now on the European level. And as you rightly mentioned, the discussions on the European health data space have started under the German presidency because we saw the situation also coming with the start of COVID. As the following, we could see that, for instance, goods can travel freely across the Union. Persons can travel, capital can travel, services can travel. So why is it that health data should stop at the border? And this is the key idea behind the European health data space. We need a legal framework in order to allow health data to travel across borders for the good of the patient and for the good of better research capacities. So therefore, we are very glad that the Commission has now presented a first draft version earlier this month, and we are now currently under review of this proposal. However, at first sight, we can already see that several of the priorities that we have put into this we can find in this draft. Things like the legal framework for patients' access to their own health data. Also, a second very important topic for us is enabling secondary data use for research purposes, and of course also clear prohibitions on the exploitation in case of misuse of health data. So the things that we don't want to happen with health data. So we're very much looking forward to the discussions now ahead of us. We're also happy that we will be able to learn from the EHDS pilots that you mentioned. They are a first test version for the European health data space, especially for the use of secondary use of health data. And we are hoping that the results from these pilots and our discussions will bring us forward in creating a European health data space, which will help us in Europe in terms of research, but also in terms of better care processes. Merci docteur. Et maintenant, on traverse plus de la moitié de l'Europe, j'aurais envie de dire, pour rejoindre le Portugal et Lisbonne. Donc, le docteur Oliveira, le Portugal, on le sait ou le savez peut-être pas, mais est l'un des pays certainement les plus numérisés en Europe, avec un système de santé qui s'appuie énormément sur le numérique, mais aussi un pays qui a été évidemment très, très, très actif dans les discussions autour de la mise en œuvre de la santé numérique en Europe. Alors, deux questions peut-être pour vous, docteur Oliveira. D'abord, effectivement, votre système de santé est connu comme un système qui s'appuie énormément sur le numérique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Et enfin, un sujet qu'on va aborder qui est très, très, très important quand on parle de numérique, autour de la question des principes éthiques et comment est-ce qu'on s'assure que ces données sont utilisées de la bonne façon, qu'elles sont utilisées de façon sécuritaire et que, in fine, ces données demeurent la propriété des patients et des citoyens. Well, good morning to everyone, dear colleagues. On behalf of the Portuguese Ministry of Health, I would like to greet you all and thank you for the invitation. I would like to thank the French Hospital Federation and the French Presidency of the Council of the European Union for promoting yet another distinguished event for the ecosystem to meet and exchange views on the future of digital health in Europe. Health is indeed Europe's new frontier. Today, more than ever, we know that the path to achieving more resilient, agile, and empowered health systems is carried out together. Further and deepened cooperation is needed. And the fresh legislative proposal for a European health data space will certainly play a major role to make the most out of the digital health for the benefit of society.
About the development of digital health in Portugal, well, the digital entry point to the Portuguese national health system is ensured by the solution NSS24. NSS24 is an omni-channel solution. That is to say, digital access to the NHS can be done either through the NHS, the SNS24 portal. The portal allows, among other functions, the consultation, download of health information, access to georeference, the information about health providers, and access trusted materials for healthy literacy. The SNS24 app, well, this mobile application allows the access to the portability of health information and services by citizens. The SNS24 telephone hotline, a single contact point, which provides citizens with a set of information and services that facilitates access, ensure equity, and simplify the use of the NHS. And then the SNS24 Balcão, the SNS24 counter, a physical store aimed to facilitate the citizens' access to various digital services of the NHS. The instrument relies on an enhanced partnership with the local governments, the municipalities. Once logged into the NHS, the SNS24, citizens and health professionals have direct access to the RSE, the Portuguese Electronic Health Record System. The RSE system facilitates the sharing of information between citizens and professionals and public health entities. The RSE system is composed of a citizen area, enables citizens with the means to play an active role on the upkeep, promotion, and improvement of their health and well-being. Examples of services and information available to schedule primary care consultations, including telehealth, the access to real-time teleconsultations via the live platform, access the patient clinical summary, access to exams and the prescriptions. And then a professional area. It provides health professionals with information and indicators in order to support him or her to better understand, diagnose, and treat the patient. An institutional area, it's a back office for RSE's centralized management and statistical analysis so as to support public and health research and policy making. Having said this, NSS24 and the RSE system stands as the main user-centric instruments of the Portuguese NHS to ensure greater access and portability to health information and services by citizens, as well as to improve quality care and treatment analysis by healthcare providers. It should also be noted that telehealth solutions are included and delivered by NSS24 and the RSE system. In particular, telehealth solutions such as teleconsultations, telemonitoring, and telerehabilitation. Merci, docteur. Je suis obligé de vous interrompre rapidement, peut-être pour aborder le deuxième sujet qu'on voulait effectivement traiter dans cette conférence, qui était l'importance des enjeux éthiques et des dimensions éthiques dans le numérique. On sait que le Portugal a été un des acteurs majeurs dans le domaine. Maintenant, et Laura Letourneau pourra nous l'expliquer un peu plus en détail, mais on entre dans une phase d'adoption et de mise en œuvre de principes éthiques du numérique en santé. Vous qui êtes très avancé dans le numérique, en pratique, comment est-ce qu'on transforme des principes en pratique et en généralisation? Well, indeed, and Portugal warmly welcomes the initiatives. Having European ethics principles for digital health agreed upon the European Union level among the ministries of health would represent a solid step forward, in particular, in terms of European values and principles that set the groundwork for the European health data space to arise. On this basis, I would like to take this opportunity to underline the French presidency's initiatives on the European ethics principles for digital health, and also congratulate the European Commission for the huge work in putting forward
such an instrumental proposal for making the most out of the primary and secondary use of electronic health data. Well done. Regarding the outlook of the effectiveness of ethical principles in the European digital single market, overall, the European is a regulatory entity by promulgating regulations that shape the international business environment and elevate ethical standards worldwide. The European Union has managed to shape policy in areas such as data privacy, consumer health and safety, environmental protections, and others. In this regard, I would like to underline the substantial progress made in digital health cooperation in key domains such as the digital COVID certificate, e-prescriptions, and electronic health records. The European Union, as a functioning e-health digital services infrastructures, able to exchange health data in a secure, efficient, and interoperable way in order to deliver patient summary and e-prescription services across border. The European Health Data Space segment for ensuring continuity of care will certainly play a major role in the promoting consistency between and within member states' electronic health records exchange processes. Consistency across jurisdictions and health systems is instrumental to foster a European Union in which standardized, coherent, and accessible electronic health records can be exchanged for a greater good of our societies. Merci, docteur. Merci, parce que on doit maintenant, en fait, traverser de nouveau l'Europe et même aller encore plus loin vers un autre pays qui est très connu comme étant un pionnier du numérique en général ou de la numérisation des services publics, mais aussi de la numérisation des services de santé, donc avoir un très, très fort impact du digital dans son système de santé, c'est l'Estonie. L'Estonie a une réputation très, très bien établie en matière de numérique en santé. On sait que l'Estonie s'appuie aussi sur des dossiers médicaux électroniques uniques, donc single EHR. Maintenant qu'on entre dans cette nouvelle ère en fait, du numérique en santé, du partage de données, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de l'Estonie? Qu'est-ce que les autres pays européens pourraient apprendre? Et pareil, dans un contexte où on va déployer cet espace européen des données de santé, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un pays qui a beaucoup d'avance comme le vôtre, Madame Labi? Hello, Paris, and thank you very much for considering us to this panel. And thank you for your kind words. Indeed, in Estonia, our first nationwide electronic health data record is now already 15 years old. It's almost a little jubilee. And in terms of how digitalization has changed healthcare in Estonia, I must say, after 15 years, it is still an ongoing process and we are still finding new opportunities. Back then, we started with the electronic health record for critical medical information, such as clinical summaries, referrals, lab results. And after that, we have been adding new services incrementally, services like e-prescription, e-consultation, e-ambulance. I would emphasize three aspects that have been changed over these years. Firstly, cognitive aspect. Of course, e-solutions are more convenient for us all, but mostly it is the transparency that affects us. When we see that things are recorded, there is accessible proof of steps taken, of progress, and even black and white traces of mistakes and how they are handled. It increases not only trust towards the medical system, but in general towards the services and state services. From the medical aspect, lives have been saved. We all understand that doctors make the best decisions when they have the most accurate information. But yes, as a doctor, you can read information both from the information system or from the paper chart. But when time is relevant, then there is no doubt that electronic data is accessible faster. For example, our e-ambulance gives emergency medicine doctors and nurses an overview of the patient's critical medical data when they are still in the ambulance rushing towards the patient in need.
It means they will know beforehand critical allergies, heart conditions, previous operations, and this is saving lives. And thirdly, from the national aspect, over the years, our people, doctors, nurses, GPs, have learned that quality of data is immensely important. Of course, we are all human and errors do occur. But we have seen now not only that the understanding, but the actual quality of data has improved. For our universities, scientists, the government, this gives better understanding of critical issues and trends and helps us to deliver more accurate prognosis and take up precise and effective measures. But this also paves the future for us to move on with the benefits of electronic health data and design new services like personal medicine, cross-border healthcare, and use of artificial intelligence in supporting doctors. So a lot has changed, but much more is to come. Merci beaucoup, Madame Laby, et c'est comment dire, un futur très excitant que vous nous présentez, et peut-être un futur qui est en train de s'installer ou de se transformer en règlement européen, puisqu'on termine, si on veut, notre tour d'Europe par Bruxelles, et ce qui est normal et souhaitable. Donc, Monsieur de Razil, la Commission européenne vient de déposer, et ça a été dit par des collègues européens, vient de déposer une proposition de règlement européen sur l'espace européen des données de santé. Et donc, comment est-ce que ça va se passer à partir d'ici? Quelles sont les prochaines étapes? Et comment est-ce que la Commission européenne voit les choses en matière d'espace européen des données de santé? Thank you very much, and good afternoon, and thank you for giving me the opportunity also to address you today. As you rightly said, we have adopted and published the proposal for the regulation on the European Health Data Space on 3rd of May, so it's very fresh news. And it is an important milestone for the Commission and for Europe. We delivered on one of the objectives of the 2020 data strategy for Europe, where the European Health Data Space was explicitly mentioned as one of the sectorial data spaces, and I'm glad to say that the health data space is the first of the sectorial data spaces that will come in the future. So it is an important milestone, but it is certainly not the end of the journey and of the process. To the contrary, it's rather the beginning of the next step. So you very rightly asked, I mean, what are these next steps? What we are planning for the future, and I think the answer, I mean, can be very, short and very formal in regard to the legal proposal itself, and or much, broader in terms of the policy. With regard to the proposed regulation, of course, there is still a legislative process that will continue. So the Commission published a proposal, and it was now submitted to the European Parliament for their assessment of the text, and also to the Council of the EU, so to the representatives of all the member states of the EU. They will review the text and finalize it, and adopted the average time for adoption of EU law is around 18 months on average, so it can give you an indication by when can we expect the final version of the regulation that will enter into force. But besides this formal legislative process, of course, we already need to start now preparing the ground for the implementation and the rollout of the European Health Data Space if we want to see the results and the benefits for the European patients and for the European health professionals soon after the formal adoption of the proposal. We basically will structure our work along four main streams. First one is the work on the legal and governance framework. So this will be taken forward primarily by the work on the regulation, and once it is adopted, then we will also adopt
implementing act provided some further legal details. But besides this legal and governance framework, for the European Health Data Space to be a success, we need to support the efforts to improve the quality of data and ensure semantic interoperability of the data. We also need to make sure that there is appropriate technical infrastructure put in place with all the security safeguards to ensure safe and secure transfer of the data. And finally, we will also support all the member states in their national efforts, building appropriate capacity and support the digitalization at the national level, mainly through various funding instruments. So we will build on the efforts that have been made so far. It was mentioned previously, the European Health Data Space has essentially two parts. One is focusing on what we call a primary use of health data, so use of health data for providing diagnosis and healthcare. And we have already an existing infrastructure called MyHealth@EU, currently connecting 10 member states, and we hope by 2025 we will have all 27 member states connected to this infrastructure, through which patient summaries or e-prescriptions can be exchanged across the borders. And in the future, we would like to extend this also to exchanges of medical images, laboratory results, or medical discharge reports. But the second part of the European Health Data Space will try to facilitate easier access to very precious health data for researchers, innovators, and also to health authorities and regulatory bodies in the health sector for their informed decision making. There we are also building on experience and existing examples from some of the member states, including, for example, France and the French Data Hub, but also other countries. So we will soon start piloting the infrastructure with that later on we would like to extend to the whole European Union. I will also mention the support that we will provide to the member states, because it will require important effort and investment to make the European Health Data Space a reality. So the Commission already allocated more than 800 million euro that over the future years will be invested or provided to the member states to support their efforts in creating the European Health Data Space. And we hope that with this important support, we will all achieve the goal towards which we are all working. So to bring concrete benefits to the European citizens, to European patients, and to the healthcare systems across Europe. Thank you very much. Merci, Monsieur Dorazil. Et c'est effectivement, je pense, une belle idée d'apporter quelque chose de concret aux citoyens et aux patients en Europe. Ça nous fait une très, très belle transition vers une conclusion, puisqu'on a parlé, je pense, de toutes les possibilités que les données pouvaient amener. On a vu qu'elle allait avoir des flux énormes de données qui allaient circuler, des bases de données aussi énormes, l'utilisation de la circulation de données entre professionnels de santé, pour la recherche, pour l'innovation, pour le développement. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre sa voix dans un système comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture numérique, que les gens qui soient moins, par exemple, qui soient moins familiers avec le numérique ne se retrouvent pas au bord de la route? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les personnes les plus vulnérables ne soient pas laissées en dehors de ce nouveau monde numérique? On sait que la question de l'éthique en numérique, ça a été une des priorités de la présidence française de l'Union. Donc, Laura Letourneau, je vous laisserai peut-être en conclusion vous dire, mais comment est-ce qu'on s'assure que ce numérique et ce nouvel univers qu'on va découvrir reste quelque chose qui est sous contrôle et reste la propriété des citoyens? Alors effectivement, depuis le lancement de la feuille de route en France il y a 3 ans, et puis dans le cadre de l'espace européen des données de santé, ce qui nous semble essentiel, c'est d'avancer en parallèle sur 2 jambes. Donc à la fois aller à marche forcée sur les usages, sur l'utilisation primaire et secondaire des données de santé, mais aussi deuxième jambe, qui est en fait le prérequis à tout le reste, faire en sorte que ce soit fait dans un cadre qui soit éthique, humaniste, citoyen,
Troisième voie entre la Chine et les États-Unis. Donc on développe un numérique en santé en Europe qui nous ressemble à nous Français, à nous Européens. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire des principes qui sont très concrets. Vous avez 16 principes éthiques articulés autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est faire en sorte qu'on développe un numérique en santé dans un cadre de valeurs humanistes. Donc, par exemple, faire en sorte que l'intelligence artificielle soit responsable, faire en sorte que les citoyens et les professionnels de santé soient informés sur les bénéfices, mais aussi sur les limites des services numériques qu'on utilise. Le deuxième pilier, c'est faire en sorte que les citoyens soient pour de vrais acteurs de leur santé et de leurs données de santé, au-delà de la formule politique un peu galvaudée. Donc concrètement, quoi? Faire en sorte que dans la gouvernance, pas que juste pour choisir la couleur d'un mouton, mais dans les grands choix stratégiques sur le numérique en santé, il y ait certes la FHF qui soit là, il y ait des syndicats de professionnels de santé, etc., mais qu'il y ait aussi les assos de patients et des citoyens en direct, pour faire en sorte qu'on construise le numérique en santé avec eux, puisque c'est eux les premiers bénéficiaires. C'est faire en sorte qu'on ait vraiment nos données de santé à disposition et que la portabilité du RGPD, qui est un des succès aussi de l'Union européenne, soit pas un vain mot, mais existe en vrai, et que moi je sors d'un hôpital et que je récupère mon compte-rendu de scanner, par exemple. Voilà. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, vous en parlez, faire en sorte qu'on développe un numérique en santé qui soit inclusif. C'est essentiel sur tous les sujets numériques, mais encore plus dans la santé. Il faut évidemment que les personnes handicapées aient accès aux services numériques. Il faut faire en sorte que les gens et les professionnels de santé et les citoyens soient formés. Il faut faire en sorte que s'il y en a un problème avec un outil numérique, on ne soit pas laissé seul face à un chatbot, mais qu'on puisse avoir des accompagnants numériques. Et puis le quatrième pilier de ce qu'on appelle l'éthique du numérique en santé, c'est faire un pilier qui me tient particulièrement à cœur, c'est faire en sorte qu'on développe un numérique en santé qui soit éco-responsable. Et donc on recycle nos équipements informatiques, faire en sorte qu'on code nos dispositifs médicaux numériques avec des règles d'éco-conception par design, etc. Donc l'éthique du numérique en santé, c'est tout ça. On avait rajouté avec Dominique Pont, avec qui je copilote le numérique en santé, un pilier dans les fondations de notre maison là, qui explique notre feuille de route. À côté de l'interopérabilité et de la sécurité, on avait ajouté un pilier éthique il y a 3 ans, mais c'était des sujets qui étaient balbutiants. Et là, le fait de se dire que 3 ans après, ces principes éthiques ont été adoptés en 3 semaines, j'avais jamais vu des négociations européennes aller aussi vite par tous les États membres et par la Commission européenne, que j'en profite vraiment pour remercier. Preuve que c'était des principes qui traduisaient des valeurs qui étaient déjà là, qui nous ressemblaient. Ça a fait consensus entre nous tous, tous les pays autour de la table, que là aujourd'hui, ça ait infusé le règlement sur l'espace européen des données de santé, tout ce que je viens de dire, et que par ailleurs, encore plus important, on travaille déjà dans des groupes de travail sur le détail de tous ces principes, des exemples, la photo à T0 de où en est chaque État membre par rapport à ces principes et les objectifs qu'on va se fixer collectivement à moyen terme. Ça, je trouve que ça donne énormément d'espoir, tout comme on parlait du pass sanitaire, là ça a été dit dans beaucoup d'interventions, c'est un des trucs où on s'en croyait pas capable, en fait, européen. On a réussi à le faire. De la même façon, là, on a réussi à avancer à marche forcée sur ce cadre de valeurs. Donc, voilà, il faut avoir confiance en nous, en France, en Europe, pour avancer sur ces sujets numériques en santé et puis pour transformer tout le système de santé bien au-delà du sujet du numérique. Et je pense que la clé du succès, et je finirai sur ça, c'est de suivre toujours cette logique pragmatique de petit pas rapide qui est bien mieux exprimée par Jean-François Caron. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le maire de Los-Angeles, une petite ville écolo, qui dit « Il faut aller des petits cailloux aux étoiles ». Les étoiles pour faire rêver et donner envie, et les petits cailloux pour mettre en mouvement et baliser le chemin. Je vous invite à tous suivre ce mantra. Merci, et que rajouter de plus après une phrase aussi poétique. Mais en tout cas, vous remercier à tous et on espère vous avoir fait passer, pour ceux qui étaient peut-être moins familiers, là, l'importance réelle que l'Europe a dans nos vies et dans nos métiers au quotidien. C'est-à-dire que les données de santé, c'est quelque chose qu'on utilise tous chaque jour. Nous, comme professionnels de santé, les médecins, les patients, et ça, ce sont des choses aujourd'hui qui sont très réelles, très concrètes, et où on cherche à construire effectivement aujourd'hui une troisième voie. Il y a une façon européenne, tous les systèmes de santé européens sont différents, mais il y a une façon européenne de voir la santé, de voir la protection sociale, de voir la solidarité avec les plus faibles, les plus pauvres. C'est quelque chose qui est proprement européen, qui n'est pas américain, qui n'est pas chinois, ça a été dit. Quelque chose qui est en train d'être construit maintenant et quelque chose qui est en train d'être structuré avec des principes éthiques très forts. Et donc, même si on ne peut jamais être certain de l'avenir à 100%, quand même, là, certainement, on est sur une voie qui offre des possibilités infinies. Je vous remercie et merci à tous et merci pour votre attention.